Thomas Schlesser. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis sa sortie, votre livre « Les yeux de Mona » chez Albin Michel a été traduit dans 35 langues, vendu dans 60 pays, près de 200 000 exemplaires vendus en France. Il va être adapté au cinéma, c'est complètement fou. Ah, c'est une sacrée surprise, ça fait plaisir en tout cas. Le livre raconte l'histoire de Mona, 10 ans, qui pourrait devenir aveugle. Et face à ce risque, son grand-père adoré décide de lui mettre du beau dans les yeux pour imprimer sa rétine. Il l'emmène au musée, découvrir des œuvres et la vie, au lieu d'aller chez le psy. L'art est-il un bon médicament ? En tout cas, ça permet de soulager, consoler certaines épreuves de la vie, c'est certain. Je ne sais pas si l'art peut soigner tout, j'en doute, mais c'est un merveilleux adjuvant pour le quotidien. Et je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment faire partie de notre vie pour non seulement nous offrir du beau, mais du sens à l'existence. Le livre, c'est aussi une histoire de transmission entre un grand-parent et son petit-enfant. Est-ce que le musée, puisqu'on parle aujourd'hui de la nuit des musées, est un bon moyen pour parfois renouer le dialogue ou souder des générations ? C'est un moyen génial, parce que dans un musée, d'abord, on est toujours libre de voir ce qu'on veut devant les œuvres. On peut en choisir parmi toutes celles qui se présentent à nous. Et puis, souvent, quand on parle d'une peinture ou d'une sculpture, on parle de soi, en fait. On parle de ce que l'on ressent, on parle de ce qu'on projette, de ce qu'on rêve. Donc, c'est un superbe moyen de communication, les musées. Mona est une petite fille de 10 ans. Les enfants, souvent, dans les musées, manquent d'attention, ils n'ont pas une concentration énorme, ils courent un peu partout, ils se font gronder parfois par les gardiens. Mais est-ce qu'il faut les laisser courir dans les musées où tout est assez sacré et silencieux ? Je crois qu'il ne faut pas complètement casser la sacralité des musées, parce que c'est quelque chose d'assez génial aussi, d'avoir ce sentiment qu'on est face à un patrimoine qui, d'une certaine manière, est habité par une certaine gravité, austérité. En revanche, il ne faut pas que les musées soient intimidants. C'est pas tout à fait la même chose. Ceci étant, moi j'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui très vite pouvaient être extrêmement captivés, absorbés par les œuvres. Donc, il faut leur faire confiance, tout simplement. C'est ça. Et ils nous permettent, nous, adultes, parfois, de découvrir les œuvres et d'avoir un autre Très œil. souvent. Vous avez tout à fait raison. Très souvent, en fait, les enfants sont aussi de bons guides dans les musées. Exactement. Dans le livre, Mona et son grand-père découvrent une œuvre par semaine, pas plus. Ouais. Vous évoquez d'ailleurs au début du livre ces foules de visiteurs au Louvre, par exemple, qui errent sans but précis. Est-ce que ça se prépare, une visite au musée, et est-ce qu'il ne faut pas saturer son œil ? Je vais vous dire une chose, je pense qu'il y a plein de manières de visiter les musées. Il faut vraiment se sentir libre dans ces cas-là. Mais celle que je propose dans le livre, c'est pas la seule, c'est en effet de se concentrer simplement sur une pièce, une seule, simplement une peinture, une sculpture, une photographie, une installation, et de passer 1 heure devant. Une heure devant une œuvre ? Bien regarder, et puis ensuite en parler. Vous savez, 1 heure, c'est pas tant que ça, en fait. Mais sachant, pardon, qu'on passe en moyenne 28,6 secondes devant un tableau selfie compris. Eh bien, écoutez, ça va permettre un peu d'inverser les proportions. Ouais. Et surtout, j'attire l'attention là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que les chefs-d'œuvre qui sont présentés comme étant totalement incontournables, qui sont intéressants. Il y a plein de petites choses qu'on peut aller découvrir et sur lesquelles on peut rêver autant qu'on veut. Et vous nous les faites découvrir dans ce livre. Chaque chapitre évoque une visite, une toile dont est tirée une leçon de vie. On vous a demandé de conseiller 3 œuvres à découvrir qui figurent dans le livre. Alors, ce sont des œuvres qui sont à Paris, mais l'art, on le sait bien, est partout. D'abord, l'élève intéressante de Marguerite Gérard au Louvre. Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre ? C'est une fabuleuse d'une artiste femme de la fin du XVIIIe siècle, et où en fait, il faut vraiment que les gens soient attentifs. On a l'impression que le sujet principal, c'est une jeune fille qui est en train de regarder une estampe, mais en réalité, le sujet principal, c'est un petit détail. Il y a une espèce de globe réfléchissant dans un angle, dans lequel il y a une deuxième scène, et on voit une artiste à son chevalet. Donc, c'est vraiment une œuvre comme un jeu de piste, en fait. Deuxième toile, le Labourage Nivernais de Rosa Bonheur, qui est au musée d'Orsay. Oui, ça, c'est une œuvre du 19e siècle, c'est une œuvre animalière, et ça aussi, c'est une œuvre fantastique, notamment pour les enfants, parce que on peut regarder les modes de terre, non seulement on peut regarder les animaux, mais on peut regarder les modes de terre, et les modes de terre, ce que je raconte dans le livre, s'apparente un petit peu à du chocolat. Vous voyez, il y a quasiment la dimension gustative de la peinture. Et puis, troisième toile, le Modèle rouge de Magritte au Centre Pompidou. Alors ça, c'est parce que c'est la nuit des musées, et que donc le climat est un peu onirique. C'est une œuvre surréaliste, donc bien très propice pour rêver après sa soirée. Et voilà, une œuvre où on a l'impression que des chaussures, tout à coup, deviennent des pieds. C'est assez étrange, c'est assez perturbant, mais c'est une très belle œuvre également. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi historien de l'art, spécialiste de Gustave Courbet. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu l'origine du monde taguée dans MeToo au Centre Pompidou de Metz, je crois, c'était récemment, et plus largement, tous ces tableaux
qui sont parfois aspergés de soupe par différents militants. On peut être évidemment, je dirais, solidaire des combats sociétaux en cours. En revanche, je trouve ça très triste, très triste. Ça me fait de la peine, surtout que ce sont des artistes souvent auxquels on s'attaque qui ont été déjà humiliés en leur temps. Et donc, ça me fait de la peine. Et puis, j'ajouterais que le milieu culturel, en règle générale, est très ouvert à tous les débats sur la société et essaye de les porter. Donc, en fait, les militants qui font ça se tirent une balle dans le pied, font du mal au combat en cours. Un mot de l'entrée des prix de la culture et des prix du musée. Le prix d'entrée au Louvre a augmenté 30%. Il est passé de 17 à 22 euros récemment. Est-ce que les musées sont trop chers? Je peux vous assurer que les musées font énormément d'efforts pour avoir des programmes de gratuité, de prix réduits. Il suffit juste de se renseigner un petit peu. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas que les musées à Paris. On a un maillage de musées extraordinaires en région. Il faudrait tous les citer, c'est pas possible. Si vous avez un coup de cœur à nous. Rouen, Angers, Orléans, le musée de Valence par exemple, le musée d'art et d'archéologie de Valence, qui est un musée merveilleux dans lequel il y a en particulier des œuvres du XVIIIe siècle fabuleuses, des œuvres du Hubert Robert, ou une œuvre du XXe siècle que j'adore, de l'artiste américaine Joan Mitchell, où il y a comme une espèce de grand champ de fleurs abstrait, et on peut presque avoir l'impression d'être une petite abeille qui vole parmi elles et qui vient un peu butiner. Donc c'est pas mal ça. Dernière question, l'histoire de l'art retrouvera sa place l'an prochain au collège et au lycée, a indiqué Emmanuel Macron en début d'année. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Bon, évidemment, en tant qu'historien de l'art, je m'en réjouis. Je vais juste vous dire une chose, c'est que je me méfie toujours un tout petit peu des effets d'annonce, et puis il faut toujours se demander à la place de quoi quelque chose est intégré dans des programmes scolaires pour que ça ne pose pas de problème aux élèves. Donc voilà, j'attends de voir exactement comment c'est mis en place, mais évidemment, c'est plutôt encourageant. Et l'histoire de l'art, on peut aussi l'apprendre à travers ce livre, Les yeux de Mona, un peu l'école buissonnière de l'art. Exactement, merci pour l'expression. Et je regardais à l'intérieur de la couverture, on peut découvrir toutes les œuvres dont vous parlez. Un petit musée imaginaire. Exactement. Merci beaucoup Thomas Schlesser d'avoir été avec nous. Merci à tous les